Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo concernant la programmation orientée objet en Swift. Dans cette vidéo, nous allons voir les structures, suivies des opérateurs d'identité, puis de la surcharge de méthode. Donc pour cette vidéo, nous allons laisser notre classe livre de côté et nous allons la reprendre pour la prochaine vidéo. Commençons d'abord par les structures. Une structure est très similaire à une classe. Elle a néanmoins quelques différences. Pour la déclarer, on n'utilise pas le mot-clé classe, mais le mot-clé struct. Une structure ne peut pas bénéficier de l'héritage, contrairement à une classe. Donc l'héritage est une notion que l'on verra dans deux vidéos, donc je ne vais pas vous l'expliquer tout de suite. Et une troisième différence est que les structures sont des types par valeur. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien on verra tout ça dans l'exemple qui va suivre un peu plus loin. Et nous allons en profiter pour voir justement que les classes sont des types par référence. J'explique donc tout cela après. Alors en Swift, pour déclarer une structure, on utilise la syntaxe suivante. Le mot-clé struct, comme je l'ai dit, suivi du nom de votre structure. Ici, il n'y a pas de majuscule à la première lettre ou non, vous faites comme vous voulez. Une ouverture d'accolade, à l'intérieur vos attributs et méthodes, puis ensuite une fermeture d'accolade. Donc vous voyez que pour le corps de la structure, eh bien c'est un peu le même que la classe, on a des attributs et des méthodes, mais la différence d'utilisation, que j'explique d'ailleurs après, résulte dans l'importance des données que vous allez mettre au sein de votre structure de données. Il faut noter aussi qu'une structure possède un constructeur par défaut. On n'a donc pas besoin d'utiliser init comme on l'a fait dans la classe dans la vidéo précédente. Alors pour déclarer une structure, eh bien c'est comme une classe avec la même syntaxe, une constante qu'on nomme de la manière dont on veut, affectée au nom de notre structure, suivie d'un couple de parenthèses. Et comme une structure possède un constructeur par défaut, on peut initialiser les attributs du constructeur directement dans les parenthèses de la déclaration, ce qui donne quelque chose comme ceci. Avec dans les parenthèses de la structure le nom du premier paramètre, suivi de la valeur, le nom du deuxième paramètre, suivi de sa valeur, etc., etc. Donc nous allons déclarer notre première structure. Je suis ici dans le fichier main.swift de notre projet, mais j'ai toujours mon fichier livre.swift à côté que l'on récupérera dans la prochaine vidéo. Donc je vais prendre l'exemple que j'ai lu dans le livre d'Apple. On va créer une structure qui va concerner la résolution d'un écran. Donc j'écris le mot-clé struct, suivi du nom de ma structure que l'on va appeler résolution. Donc moi je mets une majuscule, après c'est vous qui voyez, une ouverture d'accolade et nous y sommes. Donc pour la résolution d'un écran, je vais définir une longueur et une largeur. Ou plutôt, comme c'est plus utilisé, une largeur et une hauteur. Donc déclarons notre premier attribut, ou notre première variable, qu'on va appeler largeur, de type double, car une largeur peut être un nombre décimal, qui va être égal par exemple à 10.5. Puis ensuite une deuxième variable, hauteur, qui va être égale à 5.2. Donc ici nous avons une résolution qui a à peu près la forme d'un rectangle et nous allons utiliser cette structure. Donc comme la structure possède un constructeur par défaut, ici on peut directement définir notre constante qu'on va appeler res pour résolution et qu'on va affecter à notre structure. Résolution suivie d'un couple de parenthèses. Et voilà, maintenant la constante res possède la structure résolution. Et donc maintenant je peux afficher ce qui appartient à la structure résolution comme dans la vidéo précédente. Dans les parenthèses de la fonction print, il me suffit d'écrire ma constante res, suivie d'un point, et là je choisis quel attribut je veux afficher, donc la hauteur ou la largeur. Donc si j'ai envie d'afficher la hauteur, j'écris res.hauteur dans les parenthèses de la fonction print, j'exécute le programme, et il s'affiche 5.2. Donc on peut faire évidemment une phrase plus jolie, juste pour s'amuser bien sûr, hein, ça n'a pas d'importance ici. Donc par exemple, la résolution de l'écran. Donc on va d'abord mettre la largeur suivie de la hauteur, donc avec l'opérateur de concaténation car il s'agit d'un double et non d'une chaîne de caractères, res.largeur, voilà, par, et ensuite ici on va mettre res.hauteur. Donc la résolution de l'écran est de temps par temps. Hauteur avec un A c'est mieux, voilà. J'exécute maintenant mon programme, et il s'affiche, la résolution de l'écran est de 10.5 par 5.2. Bon, j'ai pas mis d'unité ici, mais on peut considérer que c'est des centimètres. Si ça serait des pixels, ça serait un peu petit. Alors, comme la structure n'a pas de constructeur, eh bien, on aurait pu directement initialiser largeur et hauteur dans les parenthèses. Donc, je laisse ma structure comme elle est, je ne la change pas. Sauf qu'ici, je mets le nom de mon premier attribut, voilà, largeur. Je lui donne une valeur, par exemple 5.4, donc vous voyez je change complètement les données, pareil pour hauteur, on va mettre 1.8, et maintenant
quand je vais afficher ma phrase, eh bien, il va y avoir marqué 5.4 et 1.8 et non 10.5 et 5.2. Car même si les données sont initialisées dans la structure, c'est lors de la déclaration que je les initialise. Donc en fait, ma constante res ici ne prend pas la structure résolution et ses variables, elle prend en fait une structure résolution avec les mêmes attributs mais tout simplement avec des valeurs différentes. Du coup, quand j'exécute le programme, la phrase s'affiche avec les nouvelles données. Donc voilà, la structure, c'est aussi simple que ça. Alors tout à l'heure, je vous ai dit que la structure, c'était un type par valeur. Alors qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, nous allons voir un exemple tout de suite. Donc revenons à notre résolution de base avec 10.5 et 5.2. Supposons maintenant que je crée une variable que j'appelle res2 pour une deuxième résolution et que je lui affecte res. Qu'est-ce qui se passe? Donc, res contient déjà résolution. Donc ici, res2 va contenir aussi résolution. Donc normalement, je peux appeler sur res2 les mêmes choses que sur res. Donc on peut tester. On peut par exemple, dans la phrase, remplacer res par res2. Ici aussi, on peut tester le programme. Et vous voyez qu'il s'affiche les données de la structure résolution. C'est normal, puisque res contient résolution et res2 contient res. Mais supposons maintenant que je veux changer la largeur et la hauteur de mon res2. Donc appelons res2 par exemple HD comme haute définition, et nous allons redéfinir la largeur et la hauteur comme une dimension de HD. Donc dans ce cas, on va écrire hd.hauteur qui va être égal à 720, puis hd.largeur qui va être égal à 1080. Donc voilà la dimension d'un écran à haute définition. Et maintenant, dans ma phrase, je vais afficher mon objet HD, ma structure plutôt HD. Et donc là, je pense que vous avez deviné ce qui va s'afficher. Eh bien, il va s'afficher les nouvelles valeurs que j'ai entrées, donc 1080 et 720. Donc s'il me met virgule 0, c'est parce que j'ai défini le type en tant que double et non en tant que int. Et d'ailleurs, pour vous montrer qu'ici HD est bien différent de res, de par ses valeurs, eh bien on peut même réafficher la phrase ici, et cette fois-ci on remplace HD par res, et là vous allez voir que HD et res sont différents. J'exécute le programme, et on a bien des données différentes. Donc vous allez me dire c'est logique puisque tu as modifié HD, eh bien pour les classes, cela ne marche pas. Lorsqu'une constante qui contient un objet d'une classe est affectée à une autre constante, eh bien si cette autre constante modifie un de ses attributs, alors toutes les constantes qui auront été associées à celle-ci changeront aussi leur attribut. Et là on parle de type par référence, car ma dernière constante fait référence à la toute première, c'est-à-dire à celle qui a pris l'objet, à l'inverse de la structure qui est un type par valeur, car si on affecte la structure à plusieurs constantes, on peut changer les attributs de ces constantes sans changer la structure elle-même. Alors je ne vous l'ai pas dit, mais on peut aussi, au sein d'une classe, avoir un attribut qui initialise directement une structure, c'est tout à fait possible. Et d'ailleurs, vous avez pu remarquer que nous sommes dans le fichier main, et que j'ai déclaré ma structure dans le fichier main. Et bien là, je m'apprête à déclarer aussi une classe dans ce fichier-là. Alors j'ai tout à fait le droit de déclarer mes classes et mes structures dans le fichier main, ça ne gêne pas. La dernière fois, on a déclaré la classe livre dans un fichier à part pour qu'on ait une structure plus propre, mais rien ne vous empêche de déclarer la classe dans le fichier main.swift. Et c'est ce que nous allons faire maintenant. Donc toujours avec le même exemple, nous allons prendre une classe que l'on va appeler mode vidéo, qui va contenir un attribut de résolution, donc on va appeler var résolution en minuscule, qui va être égal à notre résolution, à notre structure. Donc vous voyez, ici il y a un attribut membre d'une classe qui est affecté à notre structure, qui est à l'extérieur de la classe, et ça marche très bien. Et puis on va donner aussi un nom à ce mode, un nom qui va être de type string, et qui va être par exemple, tout simplement mode vidéo. Voilà. Donc ici, je vais déclarer ma classe, d'accord, comme on l'a vu dans la vidéo. Donc là, je crée ma constante, let mode, je vais l'appeler mode, et ça va être mode vidéo. Donc une toute nouvelle classe avec les parenthèses, voilà. Je vais ensuite déclarer une variable qu'on va appeler mode2, qui va être égale à mode, donc je vais faire la même manipulation que la structure, voilà. Et cette fois-ci, je vais changer le nom du mode dans mode2. Donc ici, c'est très facile, je fais mode2.nom est égal à un nouveau nom, et on va marquer tout simplement nouveau nom. Voilà. Donc je vais récupérer les deux affichages de tout à l'heure et on va faire la même opération et vous allez voir que pour une classe, eh bien, ça ne marche pas. Et donc ça donne à peu près ceci. Alors à votre avis, qu'est-ce qui va être affiché ici? Est-ce que le nom qui va être affiché, ça va être nouveau nom ou mode vidéo?
Eh bien, on va voir ça tout de suite, on teste notre programme, et vous voyez que c'est nouveau nom qui a pris le dessus. Car en changeant notre deuxième variable, eh bien, on a modifié aussi la première variable, car mode2 faisait référence à mode qui faisait référence à mode vidéo. Voilà pourquoi une classe est un type par référence. Voilà ce que je voulais vous montrer pour cette première partie. Alors que choisir entre une classe ou une structure? Eh bien déjà, une classe et une structure sont deux structures de données qui sont tout à fait adaptées pour définir des types de données personnalisées. Cependant, d'après le livre de Apple, il est préférable d'utiliser une structure lorsqu'on va utiliser des valeurs de données entre guillemets simples, c'est-à-dire des valeurs pour exprimer des distances ou des valeurs géométriques. En effet, il faut se rappeler que la structure ne bénéficie pas de l'héritage et que les structures sont des types par valeur. Donc on les utilisera plus pour matérialiser justement par exemple les dimensions d'un terrain de foot ou les dimensions d'un écran comme on l'a fait juste avant. Donc par exemple dans une structure, eh bien, on peut mettre le nombre pi, le nombre d'or, plein de constantes mathématiques ou physiques dont on va se servir pour notre programme, mais ces données-là ne représentent en rien la concrétisation de notre programme. Voilà quand est-ce qu'utiliser une structure. Et dans l'autre cas, où on a un objet concret avec des attributs, comme la classe livre avec l'auteur, l'éditeur, le nombre de pages, dans ce cas-là, il faut mieux créer une classe. Voyons maintenant les opérateurs d'identité. On a déjà vu des opérateurs d'égalité, le double égal et le point d'exclamation égal qui veut dire différent. Eh bien, il existe des opérateurs d'identité. Il en existe deux. Le triple égal, donc 3 égales consécutifs, et l'opérateur point d'exclamation double égal, qui ici teste l'inverse du premier opérateur, c'est-à-dire le deuxième opérateur concerne la différence alors que le premier concerne l'égalité. Mais l'égalité et la différence de quoi? Eh bien, c'est l'égalité et la différence d'une instance. Ces deux opérateurs vont nous permettre de tester si les deux comparés sont de la même instance ou non, pour ne pas dire type. Car ici, on est en programmation orientée objet, donc ces opérateurs sont là pour comparer deux objets. Si ces deux objets sont identiques, c'est-à-dire sont triple égal identiques, alors c'est qu'ils viennent de la même instance et qu'ils viennent de la même classe. Donc honnêtement, ces tests, vous n'allez pas les faire souvent, mais il y a certains cas où ça peut être très pratique. Et comme on est dans la programmation orientée objet, j'ai trouvé ça bien de voir ces opérateurs à ce moment-là. Et d'ailleurs, nous allons voir un petit exemple. Donc je vais reprendre le même exemple que tout à l'heure et nous allons tester si mode est bien égal à mode 2, et bien triple égal à mode 2, s'ils sont de la même instance. Donc on va faire une petite condition. Si mode est égal, donc je mets 3 signes égales consécutifs à mode 2, alors on va afficher mode et mode 2 sont de la même instance. Ce qui va être le cas ici, car je vous rappelle qu'on a affecté à la variable mode 2 notre objet mode qui vient de mode vidéo. J'exécute le programme et donc il s'affiche bien ce qu'on voulait. Si maintenant je teste différent avec le point d'exclamation, eh bien ici il va rien s'afficher, la console devrait disparaître. Et voilà, c'est bien le cas. Donc voilà comment on peut utiliser ces opérateurs pour comparer deux objets d'une instance. Par contre, ces opérateurs ne marchent pas avec les structures, ils ne marchent qu'avec les classes. Terminons avec la surcharge de méthodes. Dans une classe, ou un code quelconque d'ailleurs, il est possible d'avoir 2, 3, 4 ou plusieurs fonctions qui portent le même nom. Mais à une condition, car il faut bien les différencier, il faut que leur nombre d'arguments soit différent. Donc si vous avez deux fonctions qui portent le même nom avec un nombre d'arguments identique, Xcode vous dira « Attention, il a deux fonctions identiques, donc ça n'est pas bon, car il ne saura pas laquelle appeler lorsque vous demanderez la fonction. » C'est pour cela qu'il faut que le nombre d'arguments soit différent. Donc pour cela, vous allez ajouter des arguments ou en enlever, et en réalisant ces opérations-là, on dit qu'on surcharge la méthode. Voilà pourquoi on appelle ça une surcharge de méthode. Et on obtient donc au final une méthode qui porte le même nom qu'une autre méthode, mais avec un nombre d'arguments différent. Et ça, c'est tout à fait possible en Swift. Donc je viens d'écrire ici une fonction bonjour qui affiche bonjour à l'écran. C'est la même fonction que l'on a vue au début de la vidéo sur les fonctions. Et maintenant, je vais en déclarer une deuxième avec exactement le même nom que je vais appeler bonjour. Sauf que pour la différencier, je vais ajouter un argument de type string, donc une chaîne de caractères qui va être le prénom de la personne à qui on dit bonjour. Donc je modifie le corps de la fonction, ce qui donne bonjour au nom de la personne. Et vous voyez, je n'ai pas d'erreur, pourtant j'ai une fonction qui porte le même nom. Mais comme elle a un nombre d'arguments différents, il n'y a pas de problème. Donc je peux appeler bonjour, puis bonjour avec mon prénom, Romain.
Et évidemment, Xcode sait tout de suite quelle fonction aller chercher. Et voilà ce qu'on appelle la surcharge de méthode. On a surchargé la méthode, donc ici la fonction, qui s'appelle bonjour. J'exécute le programme, et il s'affiche bonjour et bonjour Romain. Voilà un exemple tout bête de la surcharge de méthode, mais cette notion ne va pas chercher plus loin, c'est vraiment juste ce principe. Surcharger une fonction avec des arguments. Cette vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir visionnée. Dans la prochaine, nous allons compléter, finir et tester notre classe livre, l'histoire que vous ayez bien une classe complète de cette partie de la programmation orientée objet. Et dans la vidéo suivante, nous allons voir l'héritage, où nous allons commencer un nouveau projet qui va être la gestion d'un parking. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.